Depuis le Salon de l'Agriculture et en direct, l'actualité parlementaire et politique ne s'arrête pas. Saveria, bonjour, rebonjour. Bonjour à tous, émission spéciale aujourd'hui, vous le savez, en direct du Salon de l'Agriculture. Avec aujourd'hui le grand temps fort politique, c'est la visite du Premier ministre Édouard Philippe. Le Premier ministre est arrivé il y a une demi-heure, porte de Versailles. Et on va retrouver tout de suite Alexandre Poussard qui suit pour nous cette visite. Alexandre, quels sont les enjeux de cette visite pour Édouard Philippe ? L'enjeu de cette visite d'Édouard Philippe, c'est de montrer que le gouvernement va passer du temps auprès de la profession agricole. Emmanuel Macron était resté 15 heures samedi. Eh bien, le Premier ministre va passer 3 jours ici dans les allées du Salon de l'Agriculture. Il va commencer aujourd'hui, ce matin, par une séquence sur l'agriculture durable, sur le stand de l'INRA, où je me trouve, l'Institut national pour la recherche agronomique, avec une question. La recherche agricole aura-t-elle les moyens de sortir complètement du glyphosate d'ici à 2021 ? Et puis, Édouard Philippe va être au chevet des professions en crise et notamment des pêcheurs qui sont très inquiets par les conséquences du Brexit sur leur activité. Et puis il va aller déambuler dans les allées du salon pour rencontrer les éleveurs, les agriculteurs et voir si sa loi agriculture et alimentation va vraiment améliorer le revenu des agriculteurs. Et puis il pourra peut-être rencontrer d'autres hommes politiques comme Laurent Wauquiez, Nicolas Dupont-Aignan qui sont attendus ce lundi dans les allées du Salon de l'Agriculture. Alors, cette année, un des enjeux, c'est bien sûr de réconcilier le monde paysan, les agriculteurs avec le reste des Français, de lutter contre l'agri-bashing, ce dénigrement du monde agricole. Emmanuel Macron l'a évoqué samedi dans son discours. Comment les agriculteurs vivent cette situation? C'est un sujet de Cécile Sixou et Fabien Recker. De grandes affiches pour promouvoir la consommation de viande, le Salon de l'Agriculture version 2019 veut redorer l'image des éleveurs, car la profession régulièrement attaquée par les actions coup de poing des associations anti-viande ou de protection animale souffre d'agri-bashing, des critiques injustes et de plus en plus difficiles à vivre pour cet éleveur. Je pleure quand j'ai une vache qui meurt accidentellement, je souris, je suis heureux quand un veau-né, que ça se passe bien. Je dresse mes animaux, j'ai une relation fusionnelle avec mes animaux que j'amène en concours. Et c'est toujours un déchirement quand il faut se séparer, mais mon bien-être animal passe par le bien-être des animaux, je les nourris, je les aime. L'amour des bêtes, dans les allées du salon, tous l'ont. Alors pourquoi sont-ils si critiqués? Pour cette éleveuse, la profession souffre des pratiques de ceux qui produisent en masse. Je pense qu'on met un petit peu tous les œufs dans le même panier, alors qu'il y a vraiment différents types d'élevage, et notamment avec un élevage de montagne comme celui-ci qui est vraiment différent, c'est moins intensif, donc vraiment avec plus de pâture et tout ça, et c'est vrai que je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Pour se réconcilier avec l'opinion publique, beaucoup comptent sur le Salon de l'Agriculture, comme cet éleveur de cochons, venu pour faire de la pédagogie auprès du public. Quand je viens ici, c'est juste pour faire de la promotion par rapport à nos produits, par rapport à notre conduite et pour mettre en confiance les gens. Et si j'aurais quelque chose, un message à passer, ce serait plutôt, au lieu de manger 6 fois par semaine de la viande pour 3 €, manger 3 fois pour 6 € dans la semaine. Si l'agriculture est critiquée, elle attire en tout cas toujours autant. Cette année, la plus grande ferme du monde devrait accueillir près de 700 000 visiteurs. Toujours en direct depuis le Salon de l'Agriculture, le face-à-face dans un instant. Tout de suite. Bonjour Franck Menonville, vous êtes sénateur RDSE de la Meuse et vous êtes invité du face-à-face ce matin en direct du Salon de l'Agriculture. Merci d'être avec nous. Bonjour Franck Menonville, on vient de le voir dans le sujet, l'agri-bashing, ce dénigrement systématique, ou en tout cas important, du monde agricole, il est réel. Comment on lutte contre ce phénomène, contre ce dénigrement? Il est réel, il est effectivement présent depuis ces derniers mois, depuis même quelques années, et je crois qu'il faut vraiment s'y attaquer de différentes manières, notamment par la communication, par le faire savoir et surtout par, j'ai entendu le mot de pédagogie. Alors j'allais dire au niveau de l'agribashing, il y a différents courants. Il y a des courants, j'allais dire, assez radicaux, militants, etc., qui animent des mouvements. Et là, je pense que les choses sont assez compliquées. Néanmoins, il y a, au-delà de cela, je crois, depuis un certain nombre d'années, au travers une société qui effectivement est de plus en plus urbaine,
eh bien une déconnexion peut-être des réalités agricoles, des réalités de l'évolution du métier d'agriculteur et des réalités des pratiques agricoles. Et là, je crois que le Salon de l'agriculture, c'est le parfait endroit pour aujourd'hui faire savoir le niveau de qualité, le niveau de bien-être animal et le niveau de progrès qu'a réalisé l'agriculture depuis ces dernières années. Mais justement, vous venez d'en parler, hein, ce dialogue, le fossé qui se creuse entre la ruralité et la France des villes. Comment on imagine de nouvelles passerelles, un nouveau dialogue entre ces deux France? Est-ce que vous, élus des territoires, puis je rappelle d'ailleurs que vous êtes vous-même agriculteur, hein, quel est le rôle que vous pouvez jouer dans la reprise de ce dialogue? Je crois que les élus des territoires ont un rôle important de faire effectivement le lien dans ces territoires, parce que nous le voyons bien effectivement, même dans les territoires ruraux, il y a des populations qui viennent effectivement de zones urbaines et qui là aussi sont assez quelquefois éloignées des réalités agricoles. Et là, je crois que les élus des territoires, les agriculteurs, les organisations professionnelles ont un rôle effectivement important pour essayer de renouer le dialogue. Et puis, il y a effectivement cette loi Egalim aussi qui... Alors, on va en parler de la loi Egalim. Un dernier point, avant de parler de cette loi agriculture et alimentation, il y a quand même une grande incompréhension du public vis-à-vis des pratiques des agriculteurs. Notamment, on en parle beaucoup en ce qui concerne les pesticides, le glyphosate. Comment on lutte contre ça également ? Je l'ai dit tout à l'heure, je pense déjà le faire savoir les réelles pratiques, les réels enjeux de notre agriculture, les réels... effectivement, aujourd'hui, l'agriculture n'est pas... a fortement évolué, on est à quelques mètres du stand de l'INRA. Effectivement, aujourd'hui, de nouvelles pratiques ont vu le jour. On a à la fois de l'évolution technologique, l'agriculture de précision, mais aussi des agricultures qui remettent au cœur des dispositifs l'agronomie. Et c'est tout cela qu'il faut arriver à faire savoir. Et je pense qu'une des méthodes aussi, je vois dans mon département, les organisations professionnelles organisent avec les élus des fermes ouvertes. Je pense qu'il faut faire venir le citoyen sur les exploitations pour que effectivement les agriculteurs puissent échanger sur leur métier, sur comment ils gèrent leurs pratiques, comment ils déclenchent des interventions, etc. Très bien. Franck Menonville, parmi les doléances, parmi les grands défis du monde agricole aujourd'hui, il y a bien sûr la question des revenus des agriculteurs, une question qui est au centre des préoccupations. Justement, la loi agriculture et alimentation, elle est censée permettre l'amélioration de ces revenus. C'est un grand questionnement ici dans les allées du Salon. C'est un sujet de Fabien Recker. Emmanuel Macron leur avait promis un revenu juste, mais celui-ci tarde à se concrétiser pour les agriculteurs. Dans les travées du Salon, on attend toujours les effets de la loi alimentation qui doit contraindre la grande distribution à mieux partager ses marges. Mathis Suchard élève des vaches laitières dans l'exploitation de son oncle. On s'en sort, on se débrouille, mais c'est pas toujours évident. Oui, verser un salaire, oui, mais c'est un salaire pour payer les charges. Donc c'est pas vraiment un salaire, quoi. C'est un petit peu, oui, quand même, mais pas énorme. Entre 400 et 800 euros selon les mois, pour plus de 70 heures de travail hebdomadaire. Si rien ne change, Mathis changera de métier. Un métier dont Michael Fillon, éleveur en Haute-Savoie, arrive pourtant à vivre correctement. Grâce aux AOP et des cahiers des charges contraignants qui lui permettent de mieux valoriser son lait. Mais cette plus-value est menacée par la hausse des charges, notamment le prix de l'énergie. Tout ce qu'on donne en charge, on y aurait sur nos comptes en banque, on serait, je dirais, les rois du pétrole. Hein, mais bon, voilà, on a des charges qui augmentent toutes les années. Aujourd'hui, on se bat contre ça. Miser sur la qualité pour s'en sortir, c'est en tout cas le créneau de Martine Fiolet. L'éleveuse produit de l'agneau dans le sud Aveyron. Ses brebis sont en pâture toute l'année. Une vie à l'air libre, synonyme de coûts de production plus faibles. On ne pourrait pas vivre sans les subventions de la PAC, évidemment, mais nos revenus globalement en vente directe, avec peu d'intrants, peu de mécanisation, peu de bâtiments, on dégage de la marge nette. Je pense qu'en fait, les races rustiques et les races qui valorisent l'herbe ont de l'avenir dans ce sens-là, parce qu'elles sont plus économes.
Des situations qui reflètent la grande disparité des revenus dans le monde agricole. Selon l'INSEE, le revenu avant impôt des agriculteurs aurait progressé de 10% en 2018, tandis qu'un quart des exploitants français gagnerait moins de 700 € par mois. Cette loi agriculture-alimentation, est-ce qu'elle met trop de temps à porter ses fruits ou est-ce qu'on voit déjà les effets aujourd'hui? Trop de temps, elle a été promulguée à l'automne dernier. Les négociations commerciales se terminent, je crois, jeudi. Donc de toute façon, effectivement, le réel gain de cette loi Egalim sera après les négociations commerciales. Ce que l'on peut en dire aujourd'hui, c'est déjà l'énorme exercice qu'a été les États généraux de l'alimentation, qui ont permis de mettre à une même table producteurs, transformateurs, distributeurs et consommateurs. Et ça, je crois que ça a été un élément extrêmement majeur. On a découlé donc cette loi Egalim alimentation. Et effectivement, aujourd'hui, ce que l'on pressent, c'est effectivement des avancées et des négociations qui se passent plutôt mieux que d'habitude, qui aboutissent. Cette loi, c'est le bon outil pour faire progresser le revenu des agriculteurs. C'est un outil et ça ne sera pas le seul. Moi, je pense qu'il y a effectivement... la loi Egalim a pour vertu, notamment son titre 1, de renforcer l'organisation des producteurs, de renforcer aussi les capacités et de moraliser, on va dire, les relations commerciales et de rééquilibrer les relations commerciales. Néanmoins, il y a d'autres pistes aussi qu'il faudra compléter. C'est l'organisation, et j'y suis très très attaché, c'est l'organisation économique des agriculteurs, la structuration des filières pour effectivement organiser et mieux peser encore demain face à une distribution et une transformation qui est très concentrée et à l'inverse des producteurs qui le sont beaucoup moins. Sur ces questions de pouvoir d'achat, Franck Menonville, on voit que les agriculteurs ne se reconnaissent pas dans le mouvement des Gilets jaunes. Alors, c'est plutôt d'ailleurs une bonne chose parce que ça démontre, je pense, que le milieu agricole est une profession qui reste très organisée. Je pense que c'est vraiment sa force. On l'a vu, on est passé en quelques années de 1 million d'agriculteurs à 450 000 agriculteurs. Et néanmoins, l'agriculture pèse, elle pèse économiquement de façon très significative, mais aussi dans le cadre de son organisation, parce que oui, effectivement, quand on parle de corps intermédiaire, je pense qu'effectivement, l'agriculture est structurée au travers ses syndicats, au travers ses organisations professionnelles, et en font j'allais dire, un lieu de débat permanent qui permettent effectivement d'être... Et c'est une barrière effectivement contre ce genre de mouvement et même j'allais dire, de montée du populisme même aussi. Mais néanmoins, le grand débat actuel, c'est aussi une occasion pour les agriculteurs de se faire entendre. Est-ce qu'ils se sont saisis de ce grand débat ou ils se sentent plutôt écartés de tout ça? Non, je pense qu'ils sont... Ils ne se sont pas écartés, mais effectivement, je pense que c'est pas... je participe à quelques grands débats dans mon département. Effectivement, les sujets agricoles et environnementaux reviennent assez souvent. Donc, et moi, je pense qu'il y a un deuxième sujet aussi qui est très en lien avec l'agriculture et les agriculteurs qui sont des acteurs du territoire. Ça sera aussi tous ces aspects de gouvernance locale et de décentralisation et de... Pour terminer, Franck Menonville, quelques mots sur la PAC, la politique agricole commune. Emmanuel Macron, qui était là samedi, une visite très longue, 15 heures de visite. Emmanuel Macron a défendu une PAC, une politique agricole commune forte. Est-ce que ça, vous y croyez? Est-ce que la France peut sortir par le haut de ces négociations actuelles sur la PAC? Alors moi, je dirais deux choses. Premièrement, Emmanuel Macron, et ça, je crois que beaucoup le soutiennent dans cette option-là, soutient une Europe forte. Et je crois que c'est le préalable. Je crois que l'agriculture, depuis plus de 50 ans, sait ce qu'elle doit à l'Europe et doit s'en souvenir. Donc je crois qu'une Europe forte et organisée, c'est la première des choses. La seconde, effectivement, c'est cette négociation de la PAC. Et je crois qu'il y a deux écueils. Il y a un écueil principal à éviter. Bien évidemment, c'est son maintien en matière de budget, mais surtout, c'est de garder cette PAC la plus commune possible et donc de limiter
la capacité de chaque État à faire sa propre politique. Je pense que ça serait un vrai retour en arrière. Et donc moi, les propos du président de la République hier vers la modernisation de la PAC, mais d'une PAC commune et avec une vraie stratégie, me rassurent. Très bien, merci. Franck Menonville, 75 cahiers citoyens, 398 contributions, c'est beaucoup. Dans ces contributions, j'ai lu dans l'Est républicain, donc le quotidien régional avec qui nous sommes partenaires de cette émission et qui bien en couvre votre, j'allais dire, circonscription, enfin l'endroit où vous êtes élu sénateur. Il est beaucoup question du déploiement de la fibre aussi et du 4G. Pourquoi la Meuse a été mal dotée jusqu'à présent? La Meuse, comme de beaucoup de départements, ont eu un certain retard, on va dire, dans le déploiement de la fibre. Mais je dois dire que ce retard est complètement résorbé aujourd'hui. Il y a un plan, je crois que c'est un plan vraiment exemplaire au niveau national, le plan qui est adossé par la région, lancé par la région Grand Est, auquel les départements se sont adossés. Et puis donc la fibre se déploie entre cette année et 2021. Ouais. Donc sur les 3 années, l'ensemble des communes meusiennes seront fibrées. Donc je crois que c'est extrêmement... Et le 4G à peu près dans le même rythme. Voilà. Merci Franck Menonville, sénateur RDSE de la Meuse, d'avoir été notre invité politique ce matin en direct du Salon de l'Agriculture. On passe à la revue de presse, les unes de la presse quotidienne régionale, aujourd'hui, dans un instant. Savaillant démarre ce matin avec la une de La Voix du Nord, travailler pour être aidé. Faut-il instaurer des contreparties aux aides sociales? C'est la proposition que défend le gouvernement ces jours-ci, en particulier Édouard Philippe, qui a ouvert la porte à ce débat. Il n'est pas scandaleux, je le dis comme je le pense, de poser la question des droits et des devoirs, un point de vue partagé par la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, qui défend ce principe d'équilibre. La Voix du Nord est allée voir nos voisins allemands, anglais, aux Pays-Bas, en Espagne, en Suède et au Danemark, ce qu'il en est. Voilà, et justement, c'est à la une du Progrès de Lyon. Laurent Wauquiez veut en faire l'essai dans sa région. Il est président de la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes. Des aides sociales en faveur des travaux d'intérêt général. Le patron des Républicains va proposer à Édouard Philippe que la région Auvergne-Rhône-Alpes soit pilote en ce domaine depuis 8 ans. Je me bats pour que les heures de travaux d'intérêt général soient réalisées en contrepartie du RSA. Ça me fait sourire que le Premier ministre ait repris cette idée, raconte dans le Progrès Laurent Wauquiez, qui met au défi justement l'exécutif. Monsieur le Premier ministre, n'ayez pas que le courage des paroles, ayez celui des actes, allez jusqu'au bout. Voilà, la une de Midi Libre, le grand journal d'Occitanie, c'est François Hollande. L'appel de Hollande aux lycéens, il s'adresse aux jeunes ce matin. François Hollande veut débattre dans les lycées. Il demande même aux jeunes de l'inviter à venir. Une démarche pédagogique pour l'ancien chef d'État. Il propose aux lycéens de venir à leur rencontre dans les 2 mois qui viennent pour leur parler d'Europe. Également dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Une première rencontre aura lieu dans le Cher, à Vierzon, puis à Nancy. Dans cette vidéo, François Hollande défend une idée d'une Europe à 2 vitesses, avec une Europe d'avant-garde construite autour du couple franco-allemand. Interrogé sur ses ambitions présidentielles, François Hollande ne les nie pas. Pour l'instant, je suis un ancien président qui vient vers les jeunes pour leur dire ce que j'ai fait, pas ce que je voudrais faire, affirme François Hollande. Voilà, la une du Courrier Picard, c'est la bataille du pain qui continue pour les artisans boulangers contre la grande distribution. Les artisans boulangers tentent de résister aux chaînes et à la grande distribution. Comment ? En mettant du cœur à l'ouvrage. Témoignage de l'un d'entre eux à Saint-Quentin, Sébastien Jolibois, dont les journées de travail débutent à 3h15 chaque matin. Il faut aller de l'avant, se remettre en question, sinon d'ici 10-15 ans, il n'y aura plus de boulangerie indépendante, explique ce boulanger de 41 ans. Voilà, la une du Petit Bleu d'Agen, c'est un des journaux du groupe La Dépêche. C'est la fraise Label Rouge qui sera d'ailleurs présente à ce salon de l'agriculture où nous sommes en direct, Saveria. Le label rouge qui est à l'honneur ici, porte de Versailles. La fraise du Lot-et-Garonne fête ses 10 ans. Les 10 ans du label rouge, un gage de qualité qui assure la renommée de ce produit phare, qui met en valeur le travail de nos cultivateurs dans toute la France. Ce sont donc les 10 ans de cette fraise, de ce label rouge. Voilà, Cyril. Merci beaucoup, Saveria. On vous retrouve demain pour cette édition. Nous serons également en direct du salon de l'agriculture. Merci à vous. À bientôt. Vous savez que le Premier ministre est
présent dans ce salon. Il tourne. On retrouvera tout à l'heure Alexandre Poussard qui est derrière le Premier ministre. Pour l'instant, c'est la météo qui nous occupe. Le temps avec cette douceur un peu partout dans toute la France. Et puis le Zap Matin, ce qui s'est passé dans les journaux télévisés hier soir, les émissions politiques et les autres matinales d'infos. Et on se retrouve après la météo. À tout de suite. À demain. La météo des territoires vous est présentée par la filière CRC, engagée pour le bon, dans l'assiette et dans les champs. C'était la météo des territoires avec la filière CRC, engagée pour le bon, dans l'assiette et dans les champs. Le recadrage de Matignon n'a pas tardé. La ministre de l'Aménagement du Territoire, Jacqueline Gourault, a émis l'idée d'un impôt sur le revenu universel. Tout le monde devrait payer l'impôt sur le revenu, y compris les plus modestes, même 1 euro. Notre système fiscal est concentré sur les classes moyennes qui n'ont pas à porter sur leurs épaules les efforts de tous. Symboliquement, pourquoi pas, en miroir d'un rétablissement d'ailleurs sur l'ISF, que chacun contribue à la hauteur de ses moyens, c'est une question de justice. Dans un moment de crise sociale sans précédent, dans lequel les Français disent qu'ils n'arrivent pas à vivre correctement du produit de leur travail, le gouvernement ne répond qu'en imaginant chaque jour presque un nouvel impôt. Je trouve ça scandaleux, extrêmement grave, et c'est la démonstration, bien sûr, que nous avons un gouvernement qui aujourd'hui est déconnecté de la réalité des problèmes des Français. Les services d'Édouard Philippe ont coupé court aux spéculations. Cela n'est pas à l'étude. Fin de citation. Il faut être complètement déconnecté pour avancer des propositions pareilles. Nous faisons avec les communistes, et on ne sera sans doute pas d'accord là-dessus, mais enfin au moins ce sera un débat clair et un débat franc. Nous proposons un nouvel impôt sur le revenu avec la création de nouvelles tranches. Aujourd'hui, vous avez 5 tranches d'impôts. Moi, je souhaite que l'on passe à 14 tranches d'impôts pour véritablement lisser l'effort entre tous. Et nous sommes également favorables, non pas à l'impôt sur le revenu universel, mais à l'impôt universel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'aller chercher les Français qui vivent à l'étranger, qui, dans leur jeunesse, ont profité du service public de l'éducation, se sont souvent fait soigner en France, dans notre hôpital public, mais qui ne payent plus l'impôt en France. Et nous proposons, nous, comme cela se fait d'ailleurs aux États-Unis... Qui paieraient dans leur pays de résidence et... oui, ils paieraient la différence. Je pense que ce n'était pas le meilleur moment pour se dire qu'on augmente les impôts d'une partie des Français, mais dans le symbole, on comprend ce qu'on veut dire. On veut dire qu'il faut que chaque Français se sente partenaire de... comprenne le sens de l'impôt. La ressource principale de la fiscalité, c'est pas l'impôt direct. C'est l'impôt indirect, la TVA, la CSG. 188 milliards l'an dernier, la TVA. Exactement. Donc tous les Français, même les plus modestes, payent les impôts à travers la TVA. Donc c'est pas, je crois que c'est pas une mesure qu'il faut suivre. Ce qu'il faut suivre, c'est comment on fait contribuer davantage et plus aux revenus dans notre pays. Grâce au grand débat, qui était une opération infiniment audacieuse et juste à mes yeux, il a repris sa place auprès des Français. Hier, c'est Emmanuel Macron qui a déambulé dans les travées toute la journée. Il s'est employé à rassurer le monde agricole. Je crois qu'il a en lui le potentiel pour aller, pour j'allais dire redevenir, c'est inexact, pour devenir enfin le président de la République que les Français attendaient depuis longtemps. Voilà, depuis le Salon de l'Agriculture en direct, et toutes les équipes de Public Sénat sont mobilisées toute cette semaine et toute la journée pour vous raconter, vous expliquer et décrypter ce qui se passe dans ce salon. Voilà, Didier Guillaume, c'est notre invité politique demain, c'est le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Ça tombe bien, il sera là demain matin. Merci à tous, merci de votre fidélité et à demain. Au revoir.